Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Devant de commencer, je voudrais vous remercier, vous toutes, pour être venues à cette conférence, bien qu'une éclipse soit à expecter. Et pour moi, c'est un grand honneur et me fait grand plaisir que vous avez préféré ma leçon à un spectacle naturel grandiose, bien que cet événement ne soit pas visible. Pour nous, heureusement, hélas pour les autres. Je parlerai dans cette dernière conférence sur l'éducation de l'homme libre et les artes liberales, histoire d'une transformation. La semaine dernière, nous avons vu que dans la culture grecque d'époque classique, certaines idées sur l'articulation du corporel et du spirituel intellectuel étaient récurrentes et qu'elles ont constitué les fondements des concepts éducatifs. Il est devenu clair que de tels concepts ont inspiré l'institution du gymnase et la socialisation des adolescents et des jeunes hommes dans ce cadre. Chez des auteurs d'époque impériale comme Lucien et Philostrate, ces articulations étaient aussi courantes. Elles étaient considérées, et on doit le répéter ici avant tout, comme une spécificité grecque, un véritable indicateur de l'appartenance à l'hellénisme. Chez les gnostiques, Bardesanès d'Edessa, dans le IIe siècle après Jésus-Christ, dans son œuvre sur les lois des pays, il est dit que le destin, le fatum, lui-même ne peut empêcher les Grecs de pratiquer l'activité du gymnase, de même que l'on ne pouvait empêcher les brahmanes de respecter leur diète ou les Romains leur conquête. Dans la mesure où le Greek Way of Life a gagné en attractivité, surtout à l'époque hellénistique, l'activité du gymnase fut aussi accueillie de manière particulière. C'est ce que montrent deux exemples avec des significations et des portées totalement différentes, mais qui sont enregistrées de manière similaire. Les efforts des deux communautés d'élever leur statut et d'atteindre le rang d'une police au IIe siècle avant Jésus-Christ montrent une correspondance frappante. Le petit site phrygien de Touriaion est le centre juif de Jérusalem. Seulement uno actu, la police fut instaurée et un gymnase avec les pratiques caractéristiques érigées. Dans les deux cas, chacune des élites locales, ou une grande partie d'entre elles, la partie dominante, ont eu l'initiative et ont gardé l'autorité tout en restant engagées. À Jérusalem, cela eut lieu sous l'usurpateur oniade Jésus, ou Jason en grec, le grand prêtre, frère d'Onias III, le grand prêtre légitime, en même temps que la transformation de Jérusalem en une cité grecque du nom de Antiochaia en 175-74 avant Jésus-Christ. Même si dans les sources plus tardives, du temps des Hasmonéens et de leur domination, ce fait est présenté comme une provocation singulière contre la tradition juive. Dans son temps, il a apparemment peu offensé. Au contraire, on pourrait même parler en opposition avec la diabolisation en tant qu'akmétis hellénismou, une sorte de sommet de l'hellénisme dans le deuxième livre des Maccabées, d'une attraction particulière pour l'activité du gymnase, même dans le milieu juif, déjà dans la diaspora. Louis Robert a mis en valeur un exemple possible à Iasos, en Asie mineure. Mais cela est aussi visible dans des grands centres comme Antioche en Syrie et Alexandrie en Égypte. Selon Flavius Joseph,
Le roi Séleucos Nicator, lors de la fondation d'Antioche, a non seulement accordé aux Juifs les mêmes droits qu'aux Grecs et aux Macédoniens, mais leur a aussi permis de prendre part à la donation royale d'huile pour le gymnase, ce qui peut être vu comme une expression de l'égalité de droit. En fait, selon Joseph, les Juifs, bénéficient du droit à l'huile cachère, plus chère, ce qui coûte plus à l'agoronome, le responsable pour les distributions de l'huile, etc. Donc, les Juifs étaient plus égaux que les égaux dans ce cas. À Alexandrie, les Juifs représentaient une partie relativement importante de la population. Ils y avaient une organisation politique importante, un polythéuma, et en tant que membres de celui-ci, ils étaient aussi politai. Ils se sentaient et se comportaient donc aussi comme politai d'Alexandrie, ayant accès au gymnase et aux activités du gymnase, même s'ils n'avaient pas le statut officiel de citoyen. La question de l'admission dans le gymnase faisait d'ailleurs l'objet d'âpres controverses entre les Grecs et les Juifs d'Alexandrie, d'autant plus qu'à partir de l'époque augustéenne, le statut de citoyen d'Alexandrie et l'appartenance à ceux du gymnase dans la campagne étaient liés à des privilèges fiscaux. Mais ce n'est pas seulement pour cela que l'activité au gymnase était populaire auprès des Juifs d'Alexandrie. C'est que montre son représentant le plus significatif, le philosophe Philon d'Alexandrie, au temps de l'empereur Auguste. Dans différents contextes, Philon puise ses exemples dans le monde du gymnase et de l'agone. Tout à fait caractéristique est un passage de son traité sur les lois spéciales, dans lequel sont discutées les prescriptions liées au 4e commandement, le commandement de l'amour parental. Les obligations et les sanctions qui en résultent sont justifiées ici par une argumentation philosophique, entre autres, dans le sens de la réciprocité sociale. Ce passage mérite d'être considéré de plus près, nous le citons entièrement. Quant à la qualité des bienfaiteurs, qui pourrait l'avoir plus que les parents à l'égard de leurs enfants, eux qui les ont fait être alors qu'ils n'étaient pas, qui les ont ensuite jugés dignes de recevoir la nourriture, puis l'éducation du corps et de l'âme, paideia katasoma kai psuken, les mettant en état non seulement de vivre, mais de vivre bien, euzen, une idée d'Aristote. Ils rendent service à leur corps en les entraînant à la gymnastique et aux exercices physiques, gymnastiqués, kéaleptiqués, pour leur permettre d'acquérir la vigueur, itonia, la prestance, euexia, et une aisance empreinte d'équilibre et de grâce dans les attitudes et les mouvements, dans les psycheseis, kaikineseis, eumareis. Et à leur âme, psyché, en les initiant à la grammaire et à l'arithmétique, à la géométrie et à la musique, ainsi qu'à la philosophie tout entière, laquelle élève dans les auteurs l'esprit installé dans le corps mortel, l'escorte jusqu'au ciel, où elle lui montre les créatures qui jouissent du bonheur et de la félicité, en suscitant en lui une aspiration passionnée vers cet ordre immuable et harmonieux dont cette armée, soumise aux ordres de son chef Taxiarchos, ne s'écarte jamais.
Ce passage est avant tout un bel exemple de possibilité et même de réalité partiellement vécue d'une symbiose gréco-juive. Son dernier objectif est profondément enraciné dans le culte religieux juif. L'éducation pour le bien que nous devons aux parents débouche dans la proximité par rapport à Dieu et dans la communion avec les êtres célestes qu'il adore durablement. Mais ce qui attire déjà l'attention, c'est que cet accomplissement ultime emprunte la langue de la discipline militaire. Cela nous rappelle non seulement le fait que les Juifs de l'Égypte hellénistique ont joué jusqu'à l'époque romaine un rôle militaire important. Cela montre aussi, par le choix des mots et l'infraction de trahison de la laipotaxia retentit de manière assez explicite, une référence à l'ordre militaire grec et à la discipline. Cela explique aussi l'importance de l'eutaxia dont nous avons déjà parlé. Maintenant, particulièrement frappante est la condition préalable pour cet accomplissement ultime de l'éducation. On propose ici un curriculum somatopsychique en 2 étapes, profondément ancré dans le contexte de la socialisation grecque. Les parallèles avec le dialogue anacarsiste-lucien présenté la semaine dernière sont évidents. Je ne connais par ailleurs aucun autre passage dans lequel cet idéal d'éducation soit résumé avec ses variantes spécifiques dans des mots aussi exacts et précis. Avec l'aide de ce passage, nous pouvons également résumer ce que nous avons établi jusqu'ici, parce qu'on le trouve ici dans une expression, pour ainsi dire, classique. Premièrement, nous retenons avant tout que cet idéal d'éducation grecque, ici réceptionné en contexte juif, est orienté vers la bonne vie, eudzen, et qu'il est déterminé par une réelle connexion entre les composantes physiques ainsi que psychico-mentales et intellectuelles, le corps et l'âme dans ce cas. Le caractère physique, le rythme et l'élégance revêtent une importance particulière. De manière significative, dans ce contexte, fait surface le concept clé d'euexia, qui gagne ici une flexibilité particulière en lien avec l'élégance rythmée de l'eutonia. En même temps, à un deuxième niveau, on voit ici se profiler clairement la partie de l'esprit et de l'âme. Tout d'abord, on voit leur relation avec le corporel. L'attitude physique qui s'appuie sur l'entraînement et sur l'habileté affecte précisément la constitution de la psyché. Dans ce domaine de l'esprit, il y a une mise en avant claire des compétences spécifiques, c'est-à-dire sur des thèmes ou des disciplines. Il s'agit d'une formation linguistique, mathématique, logique, musicale et finalement philosophique. On peut discerner ici une référence discrète aux arts libéraux classiques, avec le trivium et le quadrivium, c'est-à-dire d'une part à la grammaire, à la dialectique et à la rhétorique, et d'autre part à l'arithmétique, à la géométrie, à l'astronomie et à la musique. C'est cette piste que nous allons suivre maintenant. Mais tout d'abord, retournons-nous aux considérations fondamentales concernant l'époque classique et considérons, au-delà de l'accent mis sur le corporel comme base de l'instruction spirituelle et mentale, les réflexions sur l'aspect spirituel et intellectuel de l'enseignement. Étendons aussi notre regard sur les débats intensifs et étendus concernant l'éducation et sa valeur pour l'individu et pour la cité dans la deuxième moitié du Ve siècle et dans la première moitié du IVe, avec quelques précurseurs dans la philosophie grecque de l'époque précédente, surtout chez les pythagoriciens, que nous ne pouvons discuter ici en détail. Ici,
Les sophistes, représentants d'un mouvement intellectuel certes pas cohérent en lui-même, mais avec une orientation semblable sur les points essentiels, ont marqué un tournant décisif. Ils ont, selon Karl Joachim Classen, je cite, simplement tenté de renforcer les forces des gens mêmes, de sorte que chacun puisse faire face à tâches qui lui incombent et enrichir sa vie. Fin de la citation. Au-delà de toutes les différences, il y a les similitudes dans les domaines que nous avons mis en avant par les exemples de Lucien de Filon. D'une part, il y a l'homme, mais il n'est pas envisagé comme individu, c'est-à-dire comme particulier, idiothèse, mais surtout et avant tout comme citoyen de la polis, comme politesse. Dans le dialogue Protagoras de Platon, qui est à bien des égards un texte clé pour les débats de son époque sur l'éducation, le sophiste célèbre, qui a donné le nom du dialogue, met en avant précisément cette orientation pratique de sa position d'enseignant. Il est question pour lui de la, citation, manière de bien délibérer, euboulia. En privé, periton oikeion, afin que l'on puisse régler au mieux les questions domestiques de la famille, mais aussi dans les affaires de la cité, periton tes polaos, pour que l'on puisse agir et parler de manière extrêmement compétente à leur égard. Si, à ce stade, on prend en compte les articulations du corps et de l'esprit traitées dans ma deuxième et ma troisième leçon, on comprend comment cette éducation garde comme base l'unité somatopsychique, là où elle situe le spirituel et l'intellectuel au premier plan. Le lien du corps et de l'esprit, comme cela apparaît surtout dans l'image d'Héraclès à la croisée des chemins, restait toujours présent. Cela était aussi valable pour ce qui concerne l'exercice et l'entraînement qui, comme nous l'avons dit, a comme résultat de la véritable formation la création d'une nouvelle nature, physiopoiein. On a pu comprendre l'éducation, de manière métaphorique, comme des graines mises dans un corps, selon le sophiste Antiphone, ou encore, dans le contexte de l'éducation spirituelle, on a pu mettre l'accent sur les efforts de l'entraînement et sur les satisfactions résultantes de ce contrôle et parler surtout d'un bon entraînement de l'esprit, comme le rhéteur Isocrate, qui porte la marque si profonde de la sophistique. Dans le dialogue platonicien Protagoras, il s'agit, outre la didaché, l'enseignement, et la mathésis, la leçon, activité intellectuelle de la pensée, de l'épiméléia, le soin, et de l'ascésis en général, le même mot que dans le domaine de la gymnastique. C'est pourquoi on pouvait évoquer, à certains égards, la culture savante grecque comme une gymnastique de l'esprit, pour utiliser les mots de Théodore Gompertz. J'ai mentionné une fois de plus ces considérations générales pour contextualiser de manière adéquate les réflexions suivantes sur l'émergence des artes liberales. Les arts libéraux, en grec, technai, eleutherioi, émergent comme réalité et comme concept précisément dans ce contexte historique, sociopolitique et somatopsychique. J'aimerais maintenant esquisser le développement postérieur et la survie de ces technai. Je voudrais donc me concentrer plutôt sur le côté intellectuel. C'est pourquoi il ne faut pas oublier la connexion submentionnée du corps et de l'esprit, inhérente dans la constellation de l'époque classique et de ses débats intellectuels. Revenons tout d'abord au texte clé déjà mentionné, le dialogue Protagoras de Platon, qui pose la question du rapport, surtout du juste rapport,
entre science et vertu, épistémé et arrêté, et qui s'intéresse à l'éducation, cette dernière faisant l'objet d'une controverse fondamentale entre Platon et les sophistes, témoigne d'un débat animé des sophistes sur le contenu de l'éducation et de l'enseignement. Platon laisse Protagoras donner son avis explicite et déjà mentionné sur la capacité de discernement dans les affaires privées et publiques en l'opposant aux autres domaines de l'éducation en faveur desquels s'érige ouvertement dans ce dialogue le sophiste Hippias. Protagoras s'adresse directement à lui dans le contexte dramatique du dialogue. Il s'agit pour Protagoras de technai avec lesquels les autres maîtres comme Hippias torturent leurs élèves, c'est-à-dire de l'arithmétique, l'astronomie, la géométrie et la musique, moyen de torturer les élèves. On se souvient, moi, à la mathématique au gymnase. Mais avec ces disciplines, arithmétique, astronomie, géométrie et musique, nous y trouvons déjà tout le quadrivium postérieur. Il est ici déjà proposé en tant qu'ensemble et soumis à la critique. Les critères sont importants. Il s'agit de l'utilité, avant tout sociale, de l'éducation, ainsi que de son essence. Il y a eu ici des débats intenses et Protagoras aborde une position claire, aussi identifiable dans sa représentation chez Platon. Ce n'est pas l'utile en soi qui importe, mais la paideia, l'éducation, on peut même dire la formation de la personnalité dans le sens comme de la Bildung allemande. Chez Protagoras, tout ce que l'on apprend, on ne l'apprend pas pour être un professionnel ou un spécialiste, un démiurgos, mais, je cite, pour acquérir l'éducation qui convient d'un particulier, idiotes, le mot grec peut être traduit ici même par dilettante ou amateur, et un homme libre, un particulier et un homme libre. Nous sommes ici devant le berceau des artes liberales. Ce sont précisément les arts et les aptitudes, les technai et les artes, the skills and competences appropriés, adaptés à un homme libre, digne, on le dirait aujourd'hui, d'une personnalité et d'une personne libre. C'est une question indépendante de la question des objets de l'éducation. Protagoras mentionne comme parallèle les formations élémentaires à l'écriture et à la lecture, à la musique et au sport. Et cela est resté le critère tout à fait indépendant des disciplines qui ont finalement fait partie des artes liberales. Sujet très débattu dès le début, si l'on pense à Protagoras et à Hippias. Tout le dialogue Protagoras est d'ailleurs consacré à ce débat dans le sens de l'amphispétène de la controverse et non pas d'érythène de la querelle, à l'attention qu'il porte sur l'unité intérieure de la vertu et, avant tout, à la valeur de l'éducation qui se fonde premièrement sur le principe selon lequel le savoir aboutit à la vertu, suivant l'idée de base que personne ne fait le mal volontairement, cette grande idée de Socrate, platonicien. Quant aux critères du choix des disciplines nécessaires pour l'éducation d'une personnalité libre ou de la personnalité d'un homme libre, celui-ci fait l'objet d'un consensus à partir du IVe siècle. Ce consensus est attesté par un passage dans la politique d'Aristote qui n'est certainement pas conforme aux idées des sophistes en général,
D'autres positions lui sont conformes et en fonction d'elles, il est représentatif. À la fin de son œuvre volumineuse sur la théorie de l'État et la politique, le grand philosophe s'interroge quel serait l'ordre politique le meilleur ou le meilleur possible et aborde à cet égard aussi le thème de l'éducation comme responsabilité publique. En approuvant explicitement cette idée, il doit poser la question du type approprié d'éducation. Il observe des débats intenses et un grand manque de clarté, surtout en ce qui concerne la fonction de l'instruction. Si l'on doit s'occuper surtout de l'intellectuel, prosten dianoian, ou se rapporter plutôt au caractère, prostotes psyches ethos. Mais il se laisse lui-même guider par des critères clairs qui nous sont connus. Tout d'abord, Aristote accentue le fait que l'éducation est orientée selon le besoin. Cela ne va cependant pas de soi, mais vise un but spécifique. L'éducation est soutenue par l'arrêté, ou la compétence, la pratique de la vertu, et est liée à une différenciation entre activité libre et servile, c'est-à-dire activité à caractère libre et servile. En conséquence, il y a parmi les domaines de l'éducation les epistemae eloiteriae, des objets du savoir correspondant à l'homme libre. Mais ceux-ci n'ont rien à voir avec le terre-à-terre, avec ce qui sert seulement à l'existence pure et simple, et donc ne contribuent pas à ce qui favorise la pratique de la vertu, de l'arrêté. Les choses sont plus précises quand on prend en compte le loisir, le scolaire, ce qui apparaît de manière concluante, parce que le loisir est exactement un état dans lequel l'existence pure et simple est assurée. C'est pourquoi Aristote résume, citation, « Ainsi est-il clair que les jeunes doivent bénéficier d'une certaine forme d'éducation, paideia, non parce qu'elle est utile ou nécessaire, mais parce qu'elle est appropriée à un homme libre, eleutherion, et parce qu'elle est belle, calais. » Il s'agit donc d'une éducation libérale, une paideia eleutherios, une éducation adaptée à la liberté. Ce n'est pas le bénéfice immédiat ou la contrainte extérieure qui doivent être déterminants, mais le loisir et la qualité. C'est pourquoi l'enseignement est libre et bon. C'est ainsi que l'on peut appeler libre ces objets, les aptitudes acquises, technae ainsi qu'epistemae. Cette conception de l'éducation et de l'enseignement était assez fréquente au IVe siècle. On pouvait donc parler de personnes qui étaient éduquées librement et élevées librement avec les paroles de Xénophon et d'Isocrate, et des personnes qui étaient pour cela généreuses et prenaient plaisir au loisir. Inversement, l'homme qui n'était pas éduqué, comme on vient de le dire, faisait preuve de dépendance, de manque de liberté. Et on parle de l'esclavage. Il est comme un esclave. Un laps certain de temps a dû passer jusqu'à la fixation et à la formalisation des arts comme septem artes liberales dans les deux blocs du trivium et du quadrivium à l'époque du néoplatonisme, c'est-à-dire au IIIe, IVe siècle, comme l'a si bien montré Ilsetraut Hadot dans son volumineux ouvrage sur les arts libéraux. Néanmoins, on peut retenir que le concept d'art libéral se réfère dans son contexte d'origine à l'époque de la Grèce classique, à un enseignement qui cherche et trouve son utilité dans la formation d'une personnalité libre.
Concrètement, cela concerne les citoyens libres de la police, sans qu'il y ait une orientation spécifique pour en faire un sujet fonctionnel comme à Sparte. Surtout et avant tout, l'éducation concernait les hommes indépendants. C'était le cas d'un être vivant lié à la cité, pour parler avec Aristote, un zoon politikon, animal social politicum. Mais la cité était également liée aux hommes et elle devait être organisée de telle manière à pouvoir garantir aux hommes une bonne vie, oïtsen, concept que nous avons trouvé déjà chez Philon d'Alexandrie. C'est ainsi que la perspective de la cité-État s'est élargie et cela a été décisif pour le transfert du modèle grec jusqu'à aujourd'hui. Compte tenu de ces rapports, les objets de l'enseignement ainsi que les compétences et les capacités ainsi acquises sont, comme il a déjà été indiqué, secondaires. Elles sont subordonnées à l'objectif d'une bonne vie des hommes. C'est pour cette raison que les intellectuels grecs sont toujours soulignés, avec toutes les différences de détails, que le transfert de compétences concrètes ne devait pas être exagéré. Ce transfert n'était pas un but en soi. On ne visait pas la formation professionnelle, mais plutôt la compétence d'un gentleman ou d'un dilettante. Pour aller jusqu'au bout, on peut dire clairement une spécialisation trop grande, acribeia, était considérée comme contre-productive. Exploitée en excès, les arts n'étaient plus utiles pour le but de l'enseignement libéral. On parlait alors de polypeiria et de polymathia, apprentissage et savoir multiples. Autrement dit, d'une voracité et d'une gourmandise dans l'apprentissage et dans le savoir qui pouvaient être pires que l'ignorance. Aussi, on voit ici le sens du moyen et de métron d'Aristote. De manière indépendante, mais par un retour constant aux critères étudiés ici, dès le 5e siècle, et la critique de Protagoras à Hippias, à laquelle Platon fait allusion assez délicatement, peut illustrer cela, a été conçue une sorte d'ensemble d'aptitudes qui devait occuper toujours une place centrale et auxquelles on a attribué progressivement le nom d'arts libéraux, en les rapportant toujours au cadre et aux orientations submentionnées. Eu égard des débats, on peut même conclure qu'il s'agissait à l'origine des plus anciennes matières étudiées qui correspondaient aux critères mentionnés et qui ont fini par former un tableau spécifique, lequel, à son tour, à une époque postérieure, a subi une autre critique catégoriale dans la perspective d'une autre orientation philosophique et, pour ainsi dire, didactique. Dans le Protagoras de Platon, nous identifions, certainement pas par hasard, déjà une sorte de quadrivium des disciplines mathématiques dans le sens le plus large possible. Ces disciplines, ou la partie essentielle d'entre elles, constituent déjà un groupe important qui se laisse apercevoir dès le dernier tiers du 5e siècle et qui remonte, selon toute vraisemblance, déjà aux pythagoriciens, c'est-à-dire peut-être déjà au 6e siècle. Un bon témoin est représenté par les nuages de la comédie d'Aristophane, où, comme on le sait bien, tous les acquis et les thèmes de la philosophie grecque, avec toutes ses curiosités, sont attribués à Socrate et à son école de l'enseignement, son frontisterion, tout en étant caricaturés. Ici sont étudiés de manière intensive l'astronomie et la géométrie. La musique joue un rôle important et le calcul, c'est-à-dire la gestion des dettes et des crédits, est omniprésent.
dans les débats mentionnés ci-dessus, il est toujours question d'arithmétique, de géométrie et d'astronomie. C'est ici que s'est posée tout particulièrement la question de l'utilité de la formation d'une personnalité indépendante. Quant à la langue, à la rhétorique et à la dialectique et en lien avec celle-ci, à l'argumentation, autrement dit pour les domaines que l'on compte plus tard dans le trivium, l'époque de la sophistique, lors de la deuxième moitié du Ve siècle, a connu une explosion du savoir, de l'apprentissage et du débat. Cela a été lié aux circonstances historiques dans lesquelles le mouvement sophistique s'était développé et que celui-ci a façonné à son tour. Il faut surtout mentionner le triomphe d'un nouvel ordre politique, des démocraties, surtout dans des centres grecs comme Athènes et Syracuse. Tenir des discours et argumenter dans les débats politiques et juridiques n'augmente pas seulement les chances de renforcer son influence, de gagner du prestige, d'exercer le pouvoir. Il était aussi absolument nécessaire quand quelqu'un était soumis au jugement d'une commission de centaines de juges du peuple non professionnels, qu'il fallait convaincre, non seulement par des témoignages et des indices, mais aussi sur le plan argumentatif et rhétorique. C'est pour de tels cas que la formation sophistique donnait des moyens, de telle sorte que le sophiste se présenterait premièrement comme professeur de rhétorique et pouvait faire ainsi fortune. Gorgias de Sicile en est le meilleur exemple. Ce n'est pas par hasard que Platon lui a consacré un dialogue où il est question du pouvoir dangereusement tranchant d'un art oratoire dépourvu de valeur, qui vise exclusivement le succès devant un public. Tout naturellement, s'y sont ajoutés l'étude et l'enseignement d'autres compétences. Cela a donné lieu surtout à des débats, à des disputes verbales dans lesquelles on était impliqués finalement les sophistes et les maîtres de sagesse de tous bords. On y a lutté pour des causes comme la vérité et le mensonge, ce qui est droit et ce qui ne l'est pas, et autres sujets du même genre. Mais on y a surtout démontré ses compétences argumentatives et rhétoriques pour améliorer son image et attirer des clients. Cela aboutit au développement d'une véritable culture ou inculture du débat. Elle a été cultivée sous la forme de l'art du débat, le dialeggestai, la dialectique, et formalisée comme heuristique, querelle, confrontation verbale, donnant ensuite lieu à des entraînements, comme dans la rhétorique, mais aussi comme dans la gymnastique, qui ont conduit à des spectacles performatifs. Gorgias lui-même parlait de compétition de discours, dialogon agones, et de la concurrence des discours philosophiques, philosophon logon amylai. Dans les nuages, Aristophane reproduit en forme comique une telle compétition dans laquelle un dikaios et un adikos logos, un discours juste et un discours injuste, se confrontent au sujet de l'enseignement approprié. Il va sans dire qu'une étude sur tous les phénomènes linguistiques s'est développée de manière de plus en plus détaillée pour augmenter la précision et l'efficacité de la rhétorique. Entre autres, il était question de la recherche du mot juste, de orthoépie, et avec elle intervient une discussion plus générale des questions de grammaire. Au premier plan apparaissent ici les disciplines qui plus tard allaient former le trivium, la grammaire, la dialectique et la rhétorique. Cela est perceptible déjà dans les nuages d'Aristophane quand le héros,
Le paysan attique strepsien veut étudier la rhétorique auprès de Socrate, donc d'un sophiste, Socrate étant ici le symbole de tous les intellectuels, pour vaincre ses créanciers au tribunal et donc se débarrasser de sa dette oppressante. Il allait être confronté avec tout un programme philosophique, sophistique, auquel appartenaient, outre les arts de la géométrie et de l'astronomie déjà mentionnés, les études sur la métrique, le rythme, sur l'usage juste des mots, ainsi qu'un entraînement dans la diérèse dialectique. Puisque déjà le concept grec de logos ne concerne pas seulement le mot et le discours, mais aussi la pensée, l'argumentation, la raison, des compétences et des connaissances multiples sont liées à l'instruction philosophique et sophistique. On parlait de polymathia, de savoir multiples, et on discutait intensivement sur la signification et le manque de signification de différents arts et compétences, comme nous l'avons vu. En général, il y avait un large éventail, comme le montre la polémique fictive des dissoi, lokoi, aussi un débat vers 400 avant Jésus-Christ. Il est question d'agir de manière adéquate devant l'assemblée du peuple et dans les tribunaux, de débattre de manière serrée et de maîtriser les formes argumentatives, mais aussi de connaître la vérité des faits, alatheian ton pragmaton, et la nature des choses. Les enseigner étaient, citation, la tâche du même homme et des mêmes arts, technai. On voit ici apparaître et s'imposer ce qu'allait être plus tard structuré comme trivium et quadrivium et comme ensemble des artes liberales. On peut se poser la question jusqu'à quel point est cela libérale, c'est-à-dire destiné à un citoyen libre et à un individu. Mais il ne s'agit nullement d'un ensemble exclusif. Ces technai ou artes sont tellement importantes et si appropriées à la liberté et à l'indépendance d'une personne qu'elles ne sont pas encore formalisées ou canonisées ou structurées comme un champ spécifique du savoir, mais en substance comme compétences qui pouvaient être apprises et entraînées. Elles ont joué un rôle particulier, surtout dans les écoles des rhéteurs et du moins en tant que cours préparatoire dans les écoles des philosophes. Ainsi, jouait-elle un rôle véritablement important dans l'enseignement et dans l'éducation des Grecs libres, du moins de l'élite. Dans ce cas, ces technai, bien que très liés à la liberté et à l'indépendance, ne servaient jamais une fin en soi. Comme nous l'avons mentionné à plusieurs reprises, elles étaient toujours soumises, on dirait aujourd'hui, à un test didactique concernant leur utilité pour l'éducation de l'homme libre et d'un citoyen d'une police libre, dans le cadre d'un ensemble qui comprenait aussi d'autres compétences et savoirs relatifs au corps. Ce test était surtout la responsabilité du grand maître en philosophie et en rhétorique. Et cela faisait également l'objet de débats intenses. Nous trouvons leurs traces dès le début. Ils sont au premier plan des discussions philosophiques. Pensons seulement à la grande controverse au sujet de la juste philosophie entre Platon et Isocrate. De la sorte, l'enseignement et l'éducation paideia grecques sont déterminés finalement par la pensée. Cela n'apparaît nulle part plus clairement que chez Platon. Il faisait partie intégrante de ces débats, était un adepte de cette pensée et connaissait aussi les arts appropriés à la liberté. Mais il a mis cela à l'arrière-plan de sa recherche de la bonne police, de la bonne politique et surtout des bons politiciens et des citoyens. Il a construit ses propres modèles
d'enseignement, radical du point de vue des conditions politiques et psychologiques, et expérimental parce qu'il y a ajouté du nouveau encore et encore pendant toute la vie. D'autres l'ont fait à la suite. Ainsi trouvons-nous d'une part une institutionnalisation graduelle des artes liberales comme groupe contenant les disciplines submentionnées qui apparaissent désignées comme telles au 1er siècle chez Cicéron. En grec, on parle principalement de l'éducation commune, enkyklios paideia, de technique commune, enkyklioi technai. D'autre part, la signification des Césars a pu toujours être relativisée, subspecie philosophiae. À cet égard, nous trouvons des variantes importantes et caractéristiques dans la stoa. De l'une des Epistulae Morales de Sénèque, nous apprenons que le grand Poseidonios a distingué 4 types d'artes, les vulgares et sordidae, vulgaires et infimes, c'est-à-dire les travaux manuels, les ludricae, les arts performatifs, c'est-à-dire le théâtre et les spectacles, les pueriles, les arts éducateurs, c'est-à-dire ceux qui concernaient l'éducation des jeunes, et les liberales. Comme il identifie la 3e catégorie avec les arts encyclopédiques, c'est-à-dire dans le sens technique du mot, avec les artes liberales, il établit un paradoxe rigide, typiquement stoïcien, entre les artes liberales et les arts libres. Ces artes liberales sont les artes pueriles. Mais les artes liberales, qu'est-ce qu'ils sont? Par ces dernières, les arts libres, artes liberales dans le sens des arts libres, par ces dernières, on entend, ou Poseidonios et Sénèque entend, la philosophie elle-même, naturellement la philosophie stoïcienne, qui conduit par son orientation vers la vertu à la liberté véritable. Sénèque affirme « Solae artes liberales sunt immo ut dicam verius liberae quibus curae virtus est ». Il n'est d'arts libéraux, ou pour mieux dire libres, que ceux qui ont pour objet la vertu. Et c'est la philosophie. Ce n'est ni le lieu, ni le moment pour continuer à suivre la formalisation des artes liberales, désormais un objectif tout à fait philosophique, jusqu'à leur fixation dans les blocs du trivium et du quadrivium dans la philosophie néoplatonicienne, qui nous est connue surtout grâce à l'ouvrage d'Augustin De Ordine. Comme nous l'avons dit, Madame Hadot l'a déjà expliqué de manière détaillée. Même si, en fin de compte, le lien avec le citoyen libre fut perdu et que le terme libéralisme fut finalement expliqué par liber, c'est-à-dire livre, l'orientation originelle de la philosophie pratique vers un sujet indépendant a été conservée. Et de pair avec cette orientation spécifique va l'importance de l'absence d'utilité pratique dans la vie de tous les jours. C'est ce que montrent déjà les discussions sur l'éducation chez les Romains, dont Cicéron donne un aperçu. Cette variante particulière d'indépendance a été ressuscitée pendant les différentes phases de réception des arts libres dans les facultés des arts des universités médiévales et renaissantes, dans la liberal education des collèges américains et dans la formation des universités modernes. Ici même, au Collège de France, le début de la leçon inaugurale de Maurice Merleau-Ponty en 1953
se réfère à ces principes et se fonde en même temps sur la confession socratique d'ignorance des philosophes. Celui qui est témoin de sa propre recherche, c'est-à-dire de son désordre intérieur, ne peut guère se sentir l'héritier des hommes accomplis dont il voit les noms sur ses murs. Pas ici, mais peut-être ailleurs. Si de plus il est philosophe, c'est-à-dire s'il sait qu'il ne sait rien, comment se croirait-il fondé à prendre place à cette chaire et comment a-t-il pu même le souhaiter? La réponse à ces questions est toute simple. Ce que le Collège de France, depuis sa fondation, est chargé de donner à ses auditeurs, ce ne sont pas des vérités acquises, c'est l'idée d'une recherche libre. Et maintenant, nous voyons aussi ces mots sur ces murs, en lettres dorées, devant l'amphithéâtre Guillaume Budet. Le chemin que nous avons commencé dans le contexte spécifique des guerres civiles grecques nous a entraînés loin, jusque dans notre propre monde académique, avec ses propres idéaux. Mais tout cela provient des idées et des principes que les Grecs ont élaborés pour s'opposer à leur fureur intérieure. Ils ont pu s'éloigner de leur destination originelle et avoir un effet qui continue toujours. Ce que nous pouvons en retenir, ce n'est donc pas tout à fait sans importance. Je voudrais souligner 4 choses. Par les artes liberales, en contexte grec, et certainement au-delà, on se réfère à une personne libre. Donc, nous devons comprendre le citoyen libre sous le prisme d'une éducation générale. Homme ou femme, c'est l'individu qui définit la mesure et l'orientation. Il se développe en toute indépendance, car c'est dans ce but qu'il a été éduqué, et c'est par cela que sa valeur est mesurée ensuite. Son éducation ne répond à aucun autre but, et c'est en cela que réside sa liberté. Deuxième, pour le garantir, le loisir est essentiel. La personne libre a besoin de temps libre. Non pas du temps libre avec des events, les hédonai, les plaisirs qu'Aristote, ici plus généreux que d'autres philosophes, avait indiqués comme repos utile dans les moments d'effort, mais qui n'est pas un véritable loisir. Ce véritable loisir est une condition préalable pour l'indépendance de l'instruction. Il offre une liberté intérieure des autres soucis et intérêts qui pourraient distraire des processus éducatifs. Troisième point, cette formation comme mise en pratique de celui qui est libre dans le loisir ne s'épuise pas dans l'action orientée vers soi-même, aussi importante fut-elle dans la perspective de l'indépendance de la personnalité. Souvent, elle a aussi en vue la communauté et ses besoins, ce qui exprime déjà par l'habitus de la parole et du débat du dialégestai. Cette communauté est pour l'homme, l'animal social, de toute façon essentiel. Maintenant, surtout dans le cadre de l'éducation, autant que cela aboutit à une bonne vie, un euzen, pensons à notre citation introductive tirée de Philon, elle devrait inclure la communauté, de même que son bien-être. And last but not least, les neurosciences viennent maintenant en aide à la pensée antique. Pour toute l'éducation, de même que pour les artes liberales, de la grammaire à l'astronomie, l'homme, comme ensemble, se trouve toujours en arrière-plan. Il s'agit de la mise en forme du corps et de l'esprit, et c'est précisément cette articulation qui se trouve au cœur de la paideia grecque.
ce qui, selon le niveau de notre connaissance actuelle, est pour ainsi dire négocié dans le cerveau, dans l'habitualisation de celui qui est entraîné au niveau du corps et de l'esprit, était dans la culture grecque l'élément essentiel de l'éducation, tout particulièrement dans le cadre des arts pour les hommes libres. Ici, nous revenons au point de départ, la lutte des Grecs contre leurs explosifs internes de Nietzsche et de leurs maladies, selon Niccolò. Mais nous rencontrons aussi le genius loci. Aujourd'hui, quand on cherche l'orientation subventionnée du processus d'habitualisation dans une perspective philosophique, cette unité du corps et de l'âme, la psyché, on tombe vite sur Maurice Merleau-Ponty, qui a développé ici ses théories sur la corporalité et sur les autres rapports entre corps naturel et culturel. Elles jouissent aujourd'hui d'une attention croissante, même dans les neurosciences et la psychiatrie, et particulière en Allemagne. Une formule de son œuvre fondamentale, Phénoménologie de la perception, Paris 1945, pourrait même fournir un titre sur les réflexions de base qui ont été présentées ici. Tout est fabriqué et tout est naturel chez l'homme. Je me réjouis d'avoir pu essayer, pleinement conscient de mon ignorance et de mon désordre intérieur, dresser un pont entre lui, Merleau-Ponty, et Edmund Husserl, philosophe de Freiburg, entre Paris et ma deuxième patrie, Fribourg-en-Brisgau, entre les sciences de l'humanité française et allemande. Et à la fin de ces séries, je voudrais remercier de nouveau mon collègue et ami Denis Knöpfler et mes collègues du Collège de France pour cette invitation très très honorable. Et je voudrais aussi remercier Isabelle Monson et Anka Dan pour leur support en traduisant mon texte allemand dans un français qui, à mon avis, était très très élégant. Merci pour votre attention et patience.